Au sommaire du manga vorace aujourd'hui, Arena, le tome 1 chez Vega Dupuis du chef Otaku et de Clarity, et j'ai beaucoup de choses à vous dire dessus, ce tome-là a une petite histoire. Chez Meian, on enchaînera avec l'excellent tome 7 de Shigurui, une petite découverte toute légère chez Pika, Komi cherche ses mots. On revient chez Meian avec Mon bourreau de père est enfin mort en one-shot, et on conclura avec un manga un peu coquin, Jika Haru Sex Worker in Another World, le tome 4. Générique. Yo, salut à toutes, salut à tous, c'est Authentique, j'espère que vous allez bien, bon appétit, bonnes vacances, les deux en même temps, pourquoi pas, il fait chaud, il fait vraiment chaud, j'espère que vous passez un été très agréable, que ce soit en vacances ou au boulot, bon courage en tout cas, j'espère que vous profitez de lire plein de mangas, et justement ce manga vorace commence avec le tome 1 de Arena, donc chez Vega Dupuis, du chef Otaku et de Clarity. Ce tome 1, je vous disais, a une petite histoire, et je vais commencer par ça. Sur la chaîne d'Ed le Fou, sur sa vidéo vlog de la Japan Expo, en fin de vidéo, vous aviez vu une annonce, possible lecture et préjugés avec le chef Otaku. Et au moment où je vous parle, soit cette vidéo est sortie, soit elle arrive, c'est vraiment pas du spoil. Il se trouve que ce manga-là est le manga de l'interview, et que Ed le Fou a eu un geste incroyablement sympa. C'est vraiment une super personne, là je m'adresse à vous, je m'adresse pas à lui, je m'adresse pas à toi, je m'adresse aux abonnés qui me regardent. C'est vraiment quelqu'un d'assez incroyable. J'étais avec mon petit gars, c'était pour son anniversaire, la Japan Expo, tout ça, je raconte ma vie vraiment pour le contexte, et en fait, il lui l'a offert, avec en plus la petite signature dédicacée du chef derrière, donc on était là pour l'interview, c'était vraiment très sympa, super moment et super geste, donc encore un grand merci. Ça c'est pour la petite histoire, la belle histoire. Donc, le tome 1 d'Arena, d'abord on va parler de l'édition, puisque c'est un tome 1, c'est plutôt du bon travail, ça fait très webtoon, hein, vous avez vu, c'est pas un format manga, d'abord ça se lit dans le sens de lecture occidentale, c'est full color, et au niveau de la matière, c'est assez... je sais pas comment dire, j'arrive pas à trouver de comparaison, mais c'est un peu moite comme ça. En tout cas, ça marche très bien, et moi j'aime beaucoup le dos. C'est très clair, et c'est un truc que j'ai remarqué tout de suite, je le trouvais très classe, sans vouloir... des fois on voit pas tout, des fois on comprend pas tout. Sur les dos, ça rend pas toujours très bien. Là, ça fait très bien le travail. Donc c'est à noter au niveau de l'édition, c'est plutôt oui, et le full color est très agréable. Ce qui m'a déstabilisé, c'est qu'on se retrouve dans un sens de lecture occidental, alors que c'est vraiment affiché shonen, donc manga, et que j'avais envie de le lire, moi, dans le sens de lecture, de droite à gauche, sens de lecture japonais. Bon, petite surprise, je me demande pourquoi ça a été fait comme ça. Là, si je pouvais reposer une question, déjà, c'est la question que je poserais si j'avais l'occasion. En fin de tome, au niveau de l'édition, vous avez pas mal de pages bonus, et notamment des petites notes et interviews des deux créateurs de l'œuvre, et c'est plutôt sympathique en fait de retrouver ce genre de petits bonus à la fin. Donc ça marche. Maintenant, au niveau de l'histoire et au niveau du dessin. Alors, moi je vais être honnête, c'est tout à fait le genre de titre vers lequel je ne serais pas allé. Pourquoi? Parce que d'emblée, j'ai l'impression qu'il ne s'adresse pas à moi dans les traits, qu'il s'adresse à un public beaucoup plus jeune, beaucoup plus moderne. Et honnêtement, bon, je me suis dit, je connais pas forcément le prix, mais je pense qu'on doit être sur du 15 €, parce que c'est format très webtoon, hein, du coup, on sent que ça se consomme très vite, très bien. C'est le webtoon, moi, c'est pas quelque chose que je consomme, j'ai l'impression d'être passé à côté, je fais pas partie de cette génération-là, alors il faudrait que j'y aille, pourquoi pas vers Solo Leveling pour commencer. Bon, j'ai toujours été manga, c'est vraiment une barrière que j'ai du mal à franchir, et je suis très têtu. Je suis très têtu, mais quand même curieux, donc je suis allé vers le titre puisque je l'avais entre les mains. Et j'ai démarré la lecture, et ça démarre très rapidement, il n'y a pas beaucoup de texte, ça enchaîne. Alors c'est peut-être pour rentrer, pour plonger, pour consommer l'histoire de façon très vive. C'est vrai que ça fait très webtoon, on a presque envie de scroller les pages. Attention, quand même, finalement, la bonne surprise, c'est qu'il y a pas mal de textes, pas mal d'explications, et qu'on n'est pas juste avec des dessins et des répliques un peu badass, en veux-tu, en voilà. Il y a vraiment une grosse partie explicative du contexte de l'univers, et j'ai trouvé ça très appréciable. Je me suis laissé prendre au jeu, donc c'est un titre vers lequel je ne serais pas allé, que je n'aurais pas acheté. Maintenant, si on me propose le tome 2, je vais en faire la lecture. Est-ce que je vais l'acheter ou pas? Je pense toujours pas, parce que je vous dis, je suis têtu. Mais oui, en revanche, volontiers, je ferai la lecture des tomes suivants. À l'intérieur, vous allez retrouver un dessin, donc je vous disais, full color, plutôt propre, plutôt dynamique,
plutôt frais. Et la dessinatrice nous explique, Clarity, pourquoi elle a dessiné et pourquoi elle a créé les personnages de telle ou telle façon, avec tel ou tel code couleur. Ça, je trouve ça sympa. C'est des petites notes comme ça qui nous permettent de comprendre un petit peu le cheminement, le travail de création autour des personnages, le chara-design. Honnêtement, c'est simple, ça se lit vite, et c'est très appréciable comme petit bonus supplémentaire. Il y a pas mal de références là-dedans. C'est un shonen, ok, le chef otaku, il sent évidemment qu'il a une culture, on sent qu'il a été influencé, et tout au long de la lecture, je me dis, il y a quand même une culture cinématographique, notamment du Seigneur des Anneaux, et je pense qu'il y a un personnage qui me fait penser également à Matrix, c'est pas mal de science-fiction, bref, il y en a sûrement d'autres, mais moi j'ai vu Matrix et le Seigneur des Anneaux. Peut-être que je me trompe, pas pour le Seigneur des Anneaux, parce qu'à la fin c'est précisé que oui. Il y a pas mal de références manga, j'ai vu du Dragon Ball, bien sûr, j'ai vu du Naruto, j'ai vu du Hunter x Hunter, j'ai vu, je vous l'ai dit, une sorte d'isekai. Il y a une sorte d'isekai également, parce qu'on va avoir un groupe d'une classe scolaire qui, hop, va se retrouver propulsé dans un autre monde et va devoir participer à une arène. Alors on pourrait penser que c'est du tournoi, mais quand même pas. C'est pas vraiment du tournoi, c'est plutôt une mise à mort en fait. On est plutôt dans les jeux du cirque, c'est-à-dire que si tu survis, c'est très bien, et rendez-vous demain. C'est un peu l'idée. Les combats sont dynamiques, sont violents, ça bouge, ça envoie. Forcément, notre troupe de héros là va se découvrir des pouvoirs. Évidemment, sinon c'est pas un shonen. Et ça marche, c'est rythmé, c'est vif. Écoutez, j'ai passé un bon moment de lecture, c'est plutôt une surprise, c'est plutôt une surprise, je vous le dis. J'irai pas forcément acheter le tome 2, c'est clair, j'ai pas l'impression que ça s'adresse à moi. Seulement maintenant qu'il est là, et il a plu au public vers lequel il est censé aller, il n'y a pas de problème, donc le tome 2 va se retrouver ici assurément, et moi j'en ferai la lecture volontiers. C'est comme je les appelle, c'est manga popcorn par excellence, et ça fait très bien le travail, donc plutôt oui. Alors c'est plutôt oui, mais on va enchaîner avec quelque chose de très lourd à mes yeux, pour moi, Shigurui, le tome 7 chez Meian, et là ça renvoie, mais Voilà, on est dans du très très costaud, donc je vous ai déjà dit, ce genre d'édition, moi je les affectionne particulièrement, surtout par rapport au prix, honnêtement. Là on est sur du 9,95, j'allais dire 12,95, mais on est sur du 9,95, là. Les dessins, c'est une tuerie, Shigurui. Et c'est une tuerie au sens propre comme au sens figuré. Les corps sont maltraités, découpés, tranchés, éviscérés, malmenés, et puis des fois il y a des moments de réconfort charnel, intense, enfin tout y passe. Franchement, ça déménage sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, avec une espèce de prise de recul des auteurs, avec de la narration comme ça pour expliquer un petit peu ce qui se passe, mais les personnages entre eux ne parlent pas beaucoup parce que je pense que l'idée des auteurs, c'est de renforcer énormément, le plus possible, l'intensité des combats, et automatiquement ils n'ont pas le temps de se parler. Donc on a une narration indirecte à la troisième personne pour nous expliquer un petit peu les situations et les scènes. Et les combats sont dantesques, d'anthologie. Mais vraiment, vraiment, ça découpe, je vous le dis, c'est un manga incroyable, avec un trait... franchement, je peux vous montrer vite fait. Allez, cette page-là marche. Voilà, et c'est comme ça, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Oui, je sais, je vous montre parce que j'ai eu pas mal de messages qui me disaient « Est-ce que tu peux montrer de temps en temps ?» Alors, je vais essayer de réaménager un petit peu mes écrans comme ça pour vous présenter les mangas voraces, mais là, je vous le montre comme ça à la volée. Shigurui, c'est vraiment, vraiment une œuvre à lire. On est en 9 ou 10 tomes, il me semble. Je pense que c'est 10 tomes, donc on est bientôt à la fin. Il en reste au maximum 3. Vous aimez le samouraï ? Vous aimez les bons gros combats d'anthologie ? Honnêtement, je pense que celui-ci, vous ne devez pas passer à côté. Il est assez atypique, il est assez à part dans son système de narration, dans son univers, dans ce qu'il dégage, dans sa mise en scène, dans son trait également, parce qu'il n'hésite pas à aller au cœur des choses, si j'ose dire. En tout cas, le sable, lui, n'hésite pas à aller au cœur des choses. Ça... faut s'accrocher, des fois il y a des dessins qui sont extrêmement malaisants, extrêmement désagréables, presque vous avez la sensation vous de sentir la lame, ce que ça pourrait vous faire, et et à chaque tome j'ai l'impression qu'on rajoute une couche. Donc comme il en reste 3, je me demande vraiment quel va être le final de Shigurui, à moins que ça fasse pouf. Non, je suis pas sûr, je pense qu'on va vraiment avoir un final grandiose. J'ai hâte, honnêtement j'ai vraiment hâte. On continue avec la découverte d'un tome 1. Alors quand je dis la découverte, j'avais vu les 2-3 premiers animés de la série sur Netflix, et j'avoue que j'avais trouvé ça très rigolo. Une animation très simple, très légère, mais on était sur de l'animé manga comique, gag, comique de situation, comique de répétition, donc ça faisait
vraiment la faire au niveau d'une animation assez simpliste parfois, mais bien faite pour placer les gags et pour dégager un petit peu l'univers original du titre. Komi cherche ses mots, donc le tome 1 chez Pika, dans une édition somme toute très classique, donc on va passer notre chemin sur ça, il n'y a rien à dire, on est vraiment dans du classicisme pur. Peut-être des petits bonus sur la cover? Non, alors pour le coup c'est exactement pareil, donc c'est raté. De quoi ça nous parle? Komi, en fait, passe pour l'ange, la star de la classe, de l'école. Elle semble intouchable, elle ne dit rien, ne bronche pas, elle est propre sur elle, elle est belle, manifestement. Toutes les filles la trouvent charmante, adorable. Tous les mecs, évidemment, n'ont Dieu que pour elle, et elle ne parle pas. Sauf que elle ne parle pas parce qu'elle est pétante, pas parce qu'elle se croit supérieure aux autres, pas parce qu'elle a l'impression de dominer tout le monde, elle ne parle pas parce qu'elle est timide et elle n'arrive pas à parler. Mais Komi va faire la rencontre de Tadano qui lui arrive au lycée, et ça commence souvent comme ça dans les mangas où vous rentrez au lycée pour la première fois, ça y est, la vie du collège si compliquée est terminée, on va enfin arrêter de se moquer de moi, je vais juste chercher la simplicité, je vais juste chercher à être quelqu'un de bien, à faire mon taf, et évidemment vous arrivez, paf, en 3 pages, il a fait une bourde, et c'est grillé, il passe pour le bonnet de service pendant les 3 ans. Et c'est souvent comme ça. Bon, qu'est-ce qui se passe? Ils vont réussir à communiquer parce qu'il va se rendre compte, mine de rien, avec sa sensibilité, qu'elle n'arrive pas à parler, et vont communiquer grâce au tableau. C'est comme ça que ça va se présenter. Ce qui est drôle, bien sûr, c'est que tous les deux sont les seuls au courant du secret, et ils décident de faire un pacte. Il faut qu'elle arrive à se faire sans amis, donc 99, puisque du coup lui c'est le premier. Forcément, il y a une petite romance qui s'installe, même si dans le premier tome ça s'installe pas beaucoup, on la sent arriver, c'est gros comme une maison. Forcément son handicap, parce que là pour le coup on est vraiment sur un sujet qui va traiter de handicap, elle n'arrive pas à communiquer avec les autres personnes de son âge parce qu'elle est trop timide, ça peut être associé à un handicap, en tout cas un handicap social, de communication. Donc c'est rigolo, ça va amener plein de situations cocasses, conflictuelles, de malentendus, bien sûr. Les autres, évidemment, de la classe ne vont surtout pas accepter qu'il lui parle parce qu'en fait, on ne lui parle pas. C'est un dieu. C'est ça qui est drôle. C'est que c'est un dieu, c'est une déesse et on n'y touche pas. De quel droit tu oses lui parler? Donc, alors que lui, il essaye de faire en sorte qu'elle se mette à parler et puisse se faire des amis. Donc, on va se retrouver comme ça dans cette espèce de relation un peu triangulaire entre elle, timide, mais déifié par les autres camarades, lui forcément détesté depuis le départ par tous les autres camarades de sa classe, mais qui essaye de faire en sorte qu'elle rencontre d'autres amis, mais du coup encore plus détesté par ses autres camarades. Bref, vous voyez un petit peu tous les engrenages, c'est rigolo, c'est frais, les dessins sont plutôt légers, mais comme on est dans un manga comique, ce qu'on veut, c'est des traits caricaturaux bien marquants pour rigoler un petit peu des situations et pas forcément trop de réalisme, donc ça remplit le travail à ce niveau-là. C'est relativement frais à lire. Ce manga-là, ce n'est pas un achat. Est-ce que je serais allé vers cet achat si je l'avais pas eu entre les mains? J'ai l'impression que non. Honnêtement, je vous le dis, c'était assez rigolo, mais sans plus quand même. Surtout que c'est pas trop mon genre de lecture. J'aime bien les comédies, mais il faut que ça fasse mouche très vite, et il faut que ça fasse mouche à un niveau assez élevé de comique, de comédie, de situation comme ça. Bon, là c'est gentil, voilà. Sans plus. En tout cas, l'anime m'avait bien fait marrer, plus que le manga d'ailleurs. On enchaîne avec un one-shot de chez Meian tout à fait sérieux et assez captivant. Pour public averti, mon bourreau de père est enfin mort. Alors pourquoi pour public averti? Parce qu'il va nous raconter, c'est une sorte de biopic de l'autrice, la jeunesse assez longue, parce que c'est quasiment jusqu'à sa trentaine, de notre héroïne, de notre jeune héroïne si j'ose dire, enfin en tout cas de notre anti-héroïne même, dans sa famille où elle est maltraitée par son père, qui aura des violences physiques, verbale et physique, et finalement par sa mère également, puisqu'elle va le laisser faire, et notre héroïne qui va se mettre à les détester tous les deux pour des raisons différentes, avec plein de questions qui vont être posées au fur et à mesure des chapitres, au fur et à mesure que ce personnage va grandir. Les questions ne seront pas les mêmes, elles vont évoluer parce que notre personnage forcément va grandir et va comprendre un petit peu plus les situations, va les accepter ou va les dénoncer de plus en plus, va crier en fait sa douleur, parce que c'est tout au long de ce manga, on a la douleur de quelqu'un qui n'a pas eu de jeunesse, elle a l'impression qu'on lui a volé sa jeunesse, à juste titre, c'est vraiment un contexte familial très instable et très violent.
Et ce manga est poignant parce que chapitre après chapitre, on en apprend davantage, on en découvre davantage. Dans un premier temps, en tant que victime, pour l'enfant qui ne peut pas se défendre, mais vraiment qui ne peut pas se défendre et qui subit de toute façon toutes les situations, toutes les scènes et qui finit par les prendre presque comme normales. C'est sa normalité, donc c'est comme ça. Et puis au fur et à mesure que cet enfant va grandir, il va s'affranchir, il va refuser, il va dénoncer, il va crier évidemment toute sa douleur sans jamais vraiment pouvoir l'accepter, sans jamais vraiment pouvoir se l'accaparer, la digérer et pour pouvoir avancer dans la vie, ce qui fait qu'à chaque fois que notre personnage va grandir et va grandir également socialement, step by step comme ça, et faire des nouvelles rencontres, bah à chaque fois ça va partir en quenelle parce qu'elle n'arrive pas à se poser, à se calmer, elle va forcément avoir des interprétations, elle va forcément se faire des films par rapport à sa propre histoire de vie, elle ne va pas comprendre certains refus ou certaines situations qui, somme toute, sont juste des relations sociales normales, mais auxquelles elle n'a pas le droit parce qu'elle ne les connaît pas, elle ne les maîtrise pas. Jusqu'à où, jusqu'à quand? Le titre porte plutôt bien son nom, Mon bourreau de père est enfin mort, est-ce que seulement ça va résoudre tous les problèmes? Je n'en dis pas plus, c'est une bonne lecture, j'en ai fait l'achat d'occasion sur le site d'Anime Store, vous le savez si vous avez vu l'achat manga du mois de juillet. Franchement, je regrette pas la lecture, d'abord parce que le manga est nickel, et parce que c'est un one-shot qui était très saisissant et plutôt douloureux à lire. Attention, je vous le dis, pour public averti, on passe un moment de lecture agréable, mais vous prenez ça en pleine poire. Voilà, vous êtes prévenus. Et on conclura finalement dans un thème assez cousin par Jika Haru Sex Worker in Another World, puisque là aussi on a quand même un univers où les femmes sont, et particulièrement dans ce tome, excessivement maltraitées. Et quand je dis excessivement, je pense que le tome 5 va nous préparer quelque chose d'encore pire. Et finalement vous avez le regard... Alors, passif c'est pas le mot, parce qu'elles se battent en fait, je vous explique le contexte. Vous avez deux personnages principaux qui sont décédés, lycéens, lycéennes, étudiantes, qui sont décédés et qui donc se retrouvent dans ce monde d'heroic fantasy. Le héros, lui, est cheaté et va affronter sur la ligne de front des monstres. On les voit jamais, l'univers est très très grand dans Jika Haru, mais nous sommes cantonnés à cette maison close et de temps en temps les ruelles, parce que ça ne nous intéresse pas tout le côté heroic fantasy. On sait qu'il est là, on sait qu'il existe, de par les tenues vestimentaires, de par l'univers proposé, de par l'architecture des rues, des bâtiments que l'on voit dans les décors, mais les monstres et les combats et tout, ça c'est pour d'autres mangas, c'est pas ici. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est la vie de Haru, qui donc est une fille de joie dans un bordel, en fait, et qui est censée gravir les échelons mois par mois, grâce à ses atouts, à ses charmes. Et c'est pas facile parce que en fait on découvre à travers ses pensées toutes ses douleurs, toutes ses joies, toutes ses envies, tous ses objectifs, tout ce qu'elle est prête à sacrifier pour avancer, pour se sortir de cette situation. Et c'est là où le manga est intelligent parce qu'il pose les choses de façon très neutre dans chaque case comme ça. Vous avez effectivement des hommes, on va faire la rencontre, qui sont absolument imbuvables, infects, violents, dégueulasses, on aurait envie d'arriver et de les cogner. Et puis vous avez le petit client un peu timide, un peu naïf, qui a envie de découvrir certaines choses. Et là, d'un coup, il y a une espèce de tendresse qui s'installe, et puis vous avez le super mec qui arrive, le prince charmant presque en fait, dont on tomberait amoureuse volontiers au premier regard. Et là, pareil, il y a d'autres choses qui s'installent. C'est assez étonnant en fait de voir, selon les rencontres qui se passent, les différentes pensées, façon d'agir, façon d'interpréter, façon d'être. Sauf que ce tome-là porte principalement l'accent sur le côté dégueulasse des hommes et... Et en plus c'est vrai, bah oui c'est vrai, le problème c'est que vous prenez ça aussi en pleine tronche, c'est pour ça que je vous dis que c'est un petit peu cousin. C'est que là, au niveau de la violence aussi physique, et je vous dis, on n'est pas prêt pour le tome 5, c'est assez costaud par moments à lire. C'est pas dénué d'intérêt, c'est vrai que c'est parfois très léger, parfois très cru, c'est vrai, et puis paf, on retombe de temps en temps vraiment dans des sujets assez importants, assez graves, et qui sont plutôt bien narrés. Voilà, c'est le paradoxe de ce manga qui vous fait passer du coq à l'âne de temps en temps, et moi, je dois dire que je suis toujours surpris par ce titre. Voilà, Jika Haru, Sex Worker in Another World. Et bah c'est déjà la fin de ce manga Vora, j'espère que vous avez passé un bon moment. Moi je vous donne bien sûr rendez-vous vendredi prochain, lisez plein de mangas, et moi en attendant je vous dis